Bienvenue à Kelobontu. Karibu kwa Kelobontu. Welcome to Kelobontu. Ngizulu zayenga Kelobontu. Jifika jimpe kwa Kelobontu. Nous cherchons également l'argent pour arriver à mieux faire tourner l'industrie et on cherche l'argent pour le secteur privé, généralement c'est auprès des annonceurs. Mais quand on regarde également comment vous répartissez, moi la question que je pose, comment vous arrivez à répartir, on va dire, votre investissement dans la communication ou dans les annonces? Vous privilégiez les radios, les télés, et comment vous vous organisez justement dans la répartition de votre budget de communication? Merci beaucoup pour la question. Je vois que Madame l'a dit avec les états généraux, ça aurait été associé aussi les annonceurs, malheureusement on n'a pas été associé. Mais il y a eu la représentation de la FEC qui était là. Ne se jette pas des points banals, c'est une observation. Moi je crois que de mon côté, le plus grand souci c'est du côté de la régulation. Pour être honnête, qu'est-ce qu'une chaîne de vidéo pour nous aujourd'hui? C'est quoi une station radio? Combien faut-il en avoir? C'est quoi la norme pour avoir une station radio, pour avoir une chaîne de télé? On a besoin d'autant de chaînes. Avons-nous besoin d'autant de stations radio? Toi, tu l'as dit, en termes de contenu, c'est les mêmes contenus, les mêmes jours, les mêmes heures, le professionnalisme des journalistes, tu l'as évoqué. Nous, comme annonceurs, qu'est-ce que nous cherchons? Nous cherchons des plateformes pour passer nos messages, pour passer nos campagnes. Mais lorsque ces plateformes n'ont pas d'attractivité, qu'est-ce que nous faisons? Pour vous donner une idée des chiffres, chaque année, vous devez investir dans les 5 à 6 millions de dollars dans les médias. Les médias au Congo ou bien les médias dans son sens? J'en arrive. Ça veut dire télé, radio, panneaux, on a les 5 à 6 millions de dollars. Au Congo. On ne cite pas Jeune Afrique, RFI et les autres. Je ne parle même pas encore des magazines, je ne parle même pas des CD ou des plans digital. Je parle vraiment télé, radio, panneau. C'est 3 médias au Congo. Mais vous comprendrez qu'une bonne partie de cet argent va aussi ailleurs. Parce que, comment expliquer? Si je peux payer pour un seul passage à Canal+, je paye l'équivalent de ce que je peux payer pendant un mois à une chaîne de télé, comment cette chaîne va se développer? Mais la vraie question se pose, est-ce que cette chaîne se dispose ou se prépare à ce que je lui paye les prix que je dois payer? Pas du tout. Je sais que quand je paye mon passage sur Canal+, pendant la Champions League, c'est respecté. En termes de qualité d'image, l'image des pavillons là, en termes de son, je suis doté, le son est clair, on respecte les aides de diffusion, on respecte les calendriers pour lesquels je paye mon argent. Et si ce n'est pas le cas, et les chaînes ne se préparent même pas à avoir des événements qui peuvent rentabiliser ces événements. Tu n'as pas de prime time au Congo. Excusez-moi, même la chaîne nationale. Notre prime time, c'est quoi? C'est les nécrologies. Là, nous parlons de 5-10 minutes d'avoir des informations. Donc, tout le monde est assis. Il attend que les journaux passent. Et c'est les nécrologies qui passent. Et moi qui avais carré ma publicité pendant ces heures-là, ça passe à 21 heures, à 22 heures. Après, est-ce qu'ils font même le monitoring de ces diffusions? Moi, je me souviens quand j'ai commencé à la prendre, excusez-moi, avant de payer les chaînes de télé, on faisait des réconciliations. Voir s'ils ont diffusé réellement pour qu'on paye. Est-ce qu'aujourd'hui nos chaînes tiennent même des monitoring des diffusions qu'ils font? Alors la question, après avoir établi ce constat, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi la décision? Mais c'est comme je l'ai dit. Les chaînes sont tellement nombreuses, les stations sont tellement nombreuses que nous ne passons pas des forfaits. Et par des forfaits, c'est comme je t'ai dit, l'équivalent du coût d'un passage à Canal+, c'est ce que je paie à mes chaînes pour un mois. Très bien, merci. Pour autant de diffusion que je veux. Merci. Ils ne sauront jamais gagner de l'argent comme ça. En fait, c'est un tableau complet, plus ou moins, qui a été brossé en termes de contenu.
en termes de capacité technologique, en termes de régulation et également en termes de, on va dire, mais vraiment que le secteur de des informations, le secteur des médias ne permet pas à notre secteur de pouvoir se développer et n'est pas à même de pouvoir absorber. J'aime pas trop le terme de manne publicitaire, mais en tout cas l'investissement publicitaire de différents annonceurs que nous avons au Congo. Alors, j'ai Peter Tiani, mon ami Peter qui est là. La question, le tableau est dressé. Pour vous, qu'est-ce qui vous empêche en tant que promoteur de médias de rehausser les niveaux pour capter cet investissement publicitaire de Vodacom? Merci beaucoup pour la question. Je suis arrivé légèrement à la fin de l'intervention de Vodacom. Mais je vais essayer de Je résume. 56 millions de dollars investis chaque année par Vodacom Radio. Plus de 56 millions de dollars. 5 à 6 millions. 5 à 6. 5 à 6. Ok, 5 à 6 millions de dollars investis chaque année par Vodacom Radio TV ainsi que Pano, par même pas de la presse et consorts. Et d'après son calcul à lui, c'est qu'un seul passage chez Canal, c'est l'équivalent de ce qu'il met comme, on va dire, investissement publicitaire en termes de forfait pour le reste qui sont au Radio TV. Ma question, une fois de plus, c'est pourquoi vous n'arrivez pas à rehausser votre niveau pour arriver à capter justement cet investissement publicitaire de Vodacom? Merci beaucoup pour la question. D'abord, c'est une question pertinente. Je salue la présence du ministre de la Communication et des Médias qui œuvre dans ce sens. Il y a un contrôle qui a été lancé récemment d'ailleurs pour essayer de commencer à faire une radioscopie des médias qui sont d'abord en règle avec l'État. Parce qu'avant d'avoir un média crédible et avoir de parvenir, il faut d'abord commencer par être en règle avec l'État. Je crois que le ministre de la Communication et des Médias a lancé un exercice en ce sens. C'est déjà bien parti. Le problème, il est quand même partagé pour ce que dit Vodacom. C'est magnifique, mais raisonnable pour moi. Qu'est-ce que je veux dire par là? On est dans un pays qui est l'RDC, le pays scandaleusement riche, mais le pays est pauvre. On ne veut pas avoir une presse riche dans un pays pauvre. Nous sommes la conséquence d'une situation d'abord du pays. Tout le secteur pose problème. Ce n'est pas seulement le secteur de la presse. On ne peut pas sortir la presse comme si c'était l'exception qui confirmait la règle. On est pauvre parce que nous sommes dans un contexte d'un pays pauvre. C'est le premier problème. Comment vivent les médias? Les médias vivent de la vente et de la publicité. Qu'est-ce qu'ils font vendre? Déjà, je vais donner un exemple. Nous qui produisons à la télévision, nous produisons aussi dans les réseaux sociaux. YouTube, par exemple. YouTube paye. Mais malheureusement, tous ceux qui nous suivent ici au Congo ne sont pas comptabilisés par YouTube. YouTube nous paye sur base de ceux qui nous suivent en France, en Belgique, en Europe. Disons que les enchères ne sont pas les mêmes. Ne sont pas déjà les mêmes. Ça pose déjà problème. Si tu veux ouvrir un compte YouTube avec les histoires accès, ceux qui connaissent, on te demandera d'ouvrir un compte à l'étranger, pas au Congo. Ce qui pose un problème de contexte général. Ça veut dire que si tu es suivi par 50 000 personnes, donc 40 000 sont au Congo, on va te payer 10 000. Et le Congolais. Oui, ça c'est un indicateur. Ça, c'est un indicateur. Restons au niveau de la télévision classique, Très bien. privée, comme vous. Qu'est-ce qui vous empêche, vous, Non, ça veut dire que. de pouvoir justement rehausser un peu votre niveau pour capter cet investissement publicitaire? Non, ce que dit Vodacom est important, mais c'est aussi la tête. J'ai entendu Albert, M. Albert, dire qu'il y a plusieurs chaînes de télévision ici. Mais il y a plusieurs chaînes de télévision sur Canal. Il y en a plus de 400 aussi. Pourquoi ça devrait gêner le Congo et pas gêner sur Canal? C'est déjà deux poids, deux mesures. Qu'est-ce qu'on vend? Le problème, c'est ça. On vend du rêve. Il faut vendre du rêve pour que quelqu'un mette beaucoup de moyens. Nous ne vendons pas du rêve. Canal Plus vend d'abord un rêve. Oui, mais Je vais y arriver. Laisse-moi le temps, que c'est très important. Lorsque quelqu'un se branche sur les chaînes congolaises, il a déjà une appréhension des chaînes congolaises.
suis tout à fait d'accord que certains ne respectent pas, mais pas tous. C'est la concurrence, bien sûr, mais tu as B1. Je ne vais pas parler de moi, tu as Télé 50. Il y a une chaîne que je suis sur Canal 7, Mikuba Télévision. Il y a quand même des chaînes qui font un travail exceptionnel. Mais pourquoi Vodacom ne met pas suffisamment de moyens de com là? Pourquoi? Parce qu'il y a aussi un système dans cette question de publicité. On ne va pas se voiler la face. On donne la publicité à ceux qui rétrocèdent. Vous devez le savoir. Albert Bouillon le sait mieux que moi. Nous vous emmenons la publicité, nous vous emmenons 10 000 $ de publicité. Nous qui vous emmenons la publicité, vous nous rétrocédez 4 000 $. Très bien. Les chaînes qui ne rétrocèdent pas n'ont pas droit à la publicité. Ça, c'est un élément qu'il faut tenir en compte. Pas seulement Vodacom, mais RTL et les autres. Voilà. Deuxième aspect, c'est que nous, les médias qui sont en règle, Vodacom a besoin de faire de la publicité. Mais il y a des événementiels. Best of, c'est un événementiel. Vous avez la Champions League. Barça qui joue contre Real de Madrid. Ça ne cristallise pas seulement le Congo, c'est le monde entier. C'est normal que Vodacom et Heineken payent plus là-bas parce qu'il y a même ce qu'on appelle couverture réseau. Elle est plus large que la couverture, par exemple, de Perfect Télévision, la chaîne de télévision qui couvre le Congo. Ça veut dire que comme M. Albert Moyo met 10 millions de $ à Canal+, c'est parce que la personne qui est à Kuala Lumpur ou à Singapour ou aux États-Unis ou au Congo vont suivre son produit, contrairement à celui qui est en RDC par rapport à Perfect Télévision qui s'arrête à Bandar. C'est aussi ça la question de couverture. Donc tout ça, ce sont des facteurs qu'il faut tenir en compte. Lorsqu'on met beaucoup d'argent, ce n'est pas parce que Canal Plus aussi fait un travail excellent, c'est aussi parce que Canal Plus a une large couverture. Et puisque Vodacom a besoin d'atteindre ceux qui sont dans les 4 coins du monde, au lieu de venir chez Télé 50 qui est au Congo, il va préférer aller par exemple sur France 24. Voilà. Autre aspect. Ça, ce sont des facteurs qu'il faut tenir en compte. Parce que c'est facile de dire que c'est là. Moi, j'ai toujours dit, et ça c'est important, Patient Ligodi, le Congolais n'est pas médiocre. Tu le mets en France dans les conditions des Français, il te fait un travail mieux que le Français. Tu le mets aux États-Unis dans les conditions des Américains, il te fait un travail mieux que les Américains. Le problème, c'est qu'il est au Congo dans les conditions du Congo, qu'il faudrait d'ailleurs le féliciter, il fait un travail exceptionnel. Je note dans ce que vous venez de dire, merci beaucoup, Peter. Je note dans ce que vous venez de dire déjà un problème de contexte général. En plus de ce contexte général, on va dire nos tares sont partagées, la rétrocession on retrouve un peu partout, et ce système-là, on retrouve également dans l'investissement publicitaire. Alors, je vais reposer la question cette fois-là à Patrick.
de bruit, en termes peut-être de présence, en termes de contenu, on ne vous considère pas. Ça se constate aussi même dans le... On ne va pas se le cacher ici, les journalistes vivent plus ou moins des coupages comme nous, nous en tant que par exemple, pour votre événement. Pardon, oui, je vais en arriver. Les journalistes vivent des coupages. Nous, médias, nous ne sommes pas considérés à juste mesure. Pourquoi? Parce que, regardez, au niveau de la différence entre les médias télé, les médias radio et les médias en ligne. Alors, en ce qui concerne justement, comme je l'ai dit tout à l'heure de l'événement, cette barrière-là qui existe entre nous, médias en ligne, organisateurs de cet événement, la soirée des arts, et les annonceurs, je ne vais pas rester ici seulement sur Vodacom, il y a ces agences aujourd'hui qui vous ne permettent pas d'arriver directement avec vos idées. Donc vous pouvez... Les intermédiaires entre vous et les annonceurs. Vous pouvez beau écrire le français, vous pouvez beau faire le PowerPoint, mais au moment où vous n'arrivez pas à atteindre directement des sociétés comme Orange, Vodacom, Parlement, on ne va pas vous financer. Mais malgré ça, il y a des médias aujourd'hui qui organisent des événements qui captent toute la République démocratique du Congo. Et j'aimerais ici justement, parce que cette année, nous comptons l'organiser au mois de novembre le 26, nous avons également, j'ai saisi d'abord le bon pour faire aussi une demande officielle à monsieur le ministre, parce que nous avons déposé une lettre. Aussi, il y a tous ces représentants ici, de aussi voir les médias qui organisent des événements, à part peut-être les contenus médiatiques que nous offrons, il y a aussi ces médias qui organisent des événements et les événements sont de qualité. Ouais, merci beaucoup. Mais je voudrais également avoir l'avis, puisque quand moi j'ai fait ma pyramide, madame, il y a une place ici. Madame, il y a une place ici. Quand je fais moi ma pyramide d'investissement de la publicité, des annonces, de la communication dans les médias, je regarde, je vois aussi qu'il y a des agences des Nations Unies qui mettent également de l'argent. Alors je veux voir par exemple avec l'UNICEF comment ça se passe. Là on a une idée du secteur privé. Je veux voir aussi comment au niveau de l'UNICEF par exemple, on arrive à développer, à distribuer cet investissement. Alors, je vais poser peut-être la question. Par exemple, pour Vodacom, on a un peu le chiffre.
On sait un peu comment ça marche. Pourquoi c'est que Vodafone parle? Non, parce qu'il a malheureusement été le premier à parler. Mais on a également WeConnect, on va prendre l'exemple. Oui, ma question c'est celle de savoir aujourd'hui comment vous organisez ces budgets de communication que vous avez. Est-ce que vous avez le même problème que les autres, c'est-à-dire que quand vous faites votre plan de communication, est-ce que vous avez un budget pour la télévision privée, pas que les médias communautaires? Je comprends la question. Oui, évidemment, on budgétise notre plan de communication. Ceci dit, ce sont deux choses différentes pour nous. L'investissement qu'on fait dans les médias qui sont communautaires, il est plutôt en termes de programme de développement. Alors que le budget que l'on a attribué à la stratégie de communication, ça c'est un budget de communication qui est annuel et qui va se trouver un peu au niveau national. Bien honnêtement, on ne le répartit pas en termes de télévision privée ou publique, pas du tout. En fait, ça sera un budget de communication global. C'est en termes de quoi? C'est offre d'emploi, appel d'offres? C'est quel contenu? Nous, on travaille à travers le réseau des médias Amis des enfants. Je ne sais pas s'il y a certains représentants ici, donc c'est un consortium de médias qu'on soutient depuis un certain temps. Et je pense que la plupart des organes médiatiques sont représentés à travers ce réseau. Je repose la question, comment faire, par exemple, pour Perfect Média, pour Perfect Télévision, ou bien sous l'écho, ou tel autre média, comment ces médias feront pour capter votre investissement en termes de communication? Encore une fois, on travaille avec les médias nationaux à travers le réseau des médias Amis des enfants. Très bien. On constate aussi, par exemple, ici, après, c'est comme on dit, c'est une table ronde, hein, vous demandez la parole, et puis on vous l'accorde. Ouais. Encore une fois, pardon. J'ai bien une réaction par rapport à ma question au niveau de la neutralité des médias. Très bien, merci beaucoup. On note par rapport à ce qu'a dit madame, il y a une organisation qui est faite telle que ils vont jusqu'au dernier kilomètre en termes de leur communication pour appuyer les gouvernements congolais, mais il y a également un intermédiaire qui a été créé notamment au NACIS pour notamment ne pas arriver à pouvoir capter cette communication. Après, on va mettre la différence entre la communication de l'UNICEF avec la communication des entités commerciales comme les autres. Le but d'une discussion comme celle-ci, c'est d'arriver aussi à créer des ponts pour voir dans quelle mesure on va cheminer ensemble, puisqu'il faut développer les secteurs. Et pour développer les secteurs ici, il faut que le maximum d'intervenants dans les secteurs puissent se rencontrer et voir quels sont leurs problèmes et arriver à les surmonter et bâtir, on va dire, une vraie industrie de médias en République entière du Congo. Je viens écouter Jano Matoua qui gère également l'un des grands programmes du pays, les programmes de radio. Voilà, merci beaucoup, Patient. Je voulais juste apporter un complément d'information. En fait, avec l'UNICEF, il y a 2 ans, le 20 novembre, ça va faire... Parce qu'en fait, la question ici, c'est que ces médias qui n'ont pas, donc on décrit la qualité du contenu. Ces médias, pour améliorer leur contenu, ont besoin de l'argent qui viendrait de WeConnect, de Vodacom, de l'UNICEF, de toutes les entités de l'État, on l'a dit ici. Et donc, c'est aussi, l'idée ici, c'est de montrer la voie. Quelle est la voie pour que ces médias-là arrivent à accéder à ces fonds-là, pour que vous soyez davantage légitime à leur demander d'améliorer la qualité de leur contenu. Voilà, déjà au niveau des agences du système des Nations Unies, il y a plusieurs agences qui ont développé des échanges avec les médias. Il y a par exemple le UNFPA qui a même mis en place tout un réseau de journalistes qui traitent des questions liées à la population. Donc, c'est un regroupement qui est bien identifié et quand il y a des voyages de presse ou il y a des activités, donc UNFPA s'appuie sur ces réseaux-là pour pouvoir, que ce soit pour les appels d'offres, que ce soit pour faire passer des messages, ils travaillent sur ces réseaux-là. L'UNICEF également a déjà mis en place ce qu'on appelle les groupes des enfants reporters, déjà, qui est représenté dans plusieurs villes du pays. Et c'est un investissement pour la relève par rapport à ces métiers. Il y a aussi, par rapport à l'UNICEF, l'UNICEF avait
mis en place pendant la période des confinements un programme d'éducation, d'enseignement à distance, école, qui a donné naissance à tout un média, une nouvelle radio qu'on a lancée le 20 novembre 2020. Mais l'UNICEF travaille aussi avec beaucoup de médias. Donc il y a tout un dispositif, mais aussi par rapport à la coopération, les échanges avec le gouvernement, parce qu'il s'agit d'une agence. Donc c'est un peu dans ces sens-là. La question serait, en lieu de place de développer un nouveau média, pourquoi ne pas faire que ce programme-là soit diffusé dans d'autres médias et arriver à, on va dire, les budgets que vous mettez en développant ces médias-là, vous aurez pu peut-être le mettre également dans les médias qui... Et par rapport à ça, déjà l'UNICEF avait eu des échanges avec la RTNC, je me rappelle, quand on a lancé au Capi École, on a eu des réunions avec la direction de la RTNC pour développer le même programme sur la RTNC, avec l'accompagnement de l'UNICEF sous la direction du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Donc, c'était pour voir comment tester ces programmes-là. Mais je pense, l'UNICEF travaille aussi avec un réseau de journalistes qui traitent des questions liées à la Convention relative aux droits de l'enfant. Donc, chaque agence des systèmes des Nations Unies essaie de développer une série de collaborations, des échanges avec des médias qui couvrent l'actualité thématique liée à la matière de chaque agence. C'est un peu dans ce sens-là que ça fonctionne. C'est question d'être en contact avec ces réseaux-là pour bénéficier des avantages et tout ce qui s'est fait dans ces cas. Okay. Je voudrais donner la parole à un annonceur et puis je reviendrai au régulateur. Je vais prendre Michel Tali pour Wifonek. Vous avez été un peu partout. Vous avez été dans le média et vous avez également géré des budgets de communication, que ce soit dans le hors média et dans le média. Et vous connaissez plus ou moins le système, vous savez comment ça marche aujourd'hui. Alors moi, après avoir écouté les autres, vous êtes en même temps de l'autre côté, en même temps vous connaissez, mais vous avez besoin également d'avoir des médias plutôt forts. Allons dans le concret. En écoutant notamment une institution comme l'UNICEF, en écoutant notamment une entité économique comme Unicom, en écoutant des médias. Aujourd'hui, s'il y a une recommandation particulière que vous devriez faire pour avancer, après on va donner la parole au régulateur, ce serait quoi? Merci beaucoup. Je pense que M. Boyo a bien bossé. C'est parce que je suis aussi annonceur comme lui que je me mets de son côté. Mais je pense que dans toute société, dans les règles économiques, il y a quelque chose de base qu'on appelle l'offre et la demande. Aujourd'hui, l'offre de médias, comme l'a dit M. Boyo, est excessive. Ça, c'est la première chose. Nous avons beaucoup de chaînes. Et moi, je pense que la première chose, pour remettre les choses dans l'ordre, c'est que ça existe alors un travail de salubrité, comme tu as dit au début. Je pense qu'il doit y avoir un processus. Oui, il prendra la parole. Je pense qu'il y a un problème d'abord de process d'ouverture des chaînes. Une chaîne de télé ou de radio, c'est du contenu. J'ai travaillé 3 ans comme directeur de vente à Canal+. Donc, je connais très bien ce que c'est un média. Qu'est-ce qu'il faut? Un média, c'est du contenu. Nous n'avons pas du contenu au Congo. Quand tu zappes nos chaînes, comme a dit quelqu'un, je ne sais plus, il n'y a que 3 thématiques. Politique, musique et théâtre. Ça ne marche que sur ça. Donc, pour aller rapidement dans votre question, je pense qu'aujourd'hui, nous par exemple, là je parle en tant que WeConnect, nous notre contribution c'est que nous travaillons aujourd'hui avec plus de 20 chaînes dans le pays où nous offrons Internet gratuitement à ces chaînes-là pour qu'ils puissent diffuser sur Internet. Donc c'est déjà une piste de solution aujourd'hui, c'est que comment on peut travailler. Les chaînes que nous choisissons sont des chaînes qui ont du contenu malheureusement. C'est qu'aujourd'hui, on a un sérieux problème d'offre de contenu au niveau de nos chaînes. Donc tous les budgets qu'une société peut avoir, mettra sur France 24, mettra sur Canal+. Et je voulais rebondir à ce que M. Patrick avait dit par rapport au fait que, M. Victor, pardon, excusez-moi, par rapport au nombre de chaînes sur Canal+, à la réponse au point de M. Moïse qui disait qu'il y a beaucoup de chaînes. Oui, il y a 400 chaînes sur Canal+, mais
Canal+ ne vend pas la publicité dans les 400 chaînes. Canal+ a une boîte qui s'appelle Canal+ Advertising, qui réunit après à peine 20 chaînes dans le bouquet Canal, et c'est dans ces 20 chaînes-là qu'ils vendent de l'espace. Donc quand il dit qu'on met la pub sur Canal+, c'est uniquement sur les chaînes Canal+. Donc, moi, pour répondre à monsieur Libaudis, que je pense que c'est un problème de contenu. La première chose, c'est un problème de process d'ouverture des médias. On a trop de médias et les annonceurs sont là avec des budgets. Ils chercheront toujours des médias qui ont le meilleur contenu. M. Ngoya parlait de Canal+, mais moi je vous parle, je sais qu'on paye à TF1 pour passer 1 minute. Il y a des chaînes qui fermeront aussi. Mais pourquoi est-ce que tout le monde veut faire passer une pub de 30 secondes sur TF1? Parce qu'il a le meilleur contenu de toutes les chaînes en France. Donc la clé restera toujours l'offre. Quelle est l'offre que les médias nous donnent pour que nous puissions venir vers vous avec nos annonces? Merci infiniment. Une question. Non, je voulais juste rajouter sur le choix des médias par rapport au contenu. Est-ce que c'est uniquement par rapport au contenu ou bien il y a aussi l'aspect notoriété? Aujourd'hui, il y a beaucoup de médias qui n'ont vraiment pas de contenu, mais simplement parce qu'il y a une certaine notoriété. On sait que cette chaîne-là, c'est une chaîne qui est connue, qui est là depuis longtemps, tout le monde veut être là. Je ne vais pas citer le nom des chaînes parce que je vois déjà des yeux qui sont en train de me regarder. Mais c'est la notoriété, mais le contenu, il n'y en a vraiment pas. Est-ce que les annonceurs aussi sont en train de choisir les médias par rapport par habitude, par notoriété? Ouais. Parce que tout le monde met sur telle chaîne. Alors, je vais également aller sur cette chaîne-là. Oui, madame. Bah, allez-y, puisque vous avez le micro. Par défaut. Merci beaucoup, je me nomme Bien Laden et je suis chef du projet Kilobatu. L'idée, au fait, autour de cette table ronde est aussi de parler de la question du capital humain. C'est en quoi consiste le forum. Et je pose une question, puisque nous avons tellement d'étudiants qui sortent de l'IFASIC chaque année, qui peuvent être médias. Est-ce qu'il y a un plan d'absorption par rapport à tous les jeunes étudiants qui sortent de l'IFASIC aujourd'hui au début de l'année? Si je peux encore ajouter, parce qu'on a parlé des questions d'indépendance et autres, je crois que le plus grand atout pour s'assurer de l'indépendance des médias serait de les sortir de la précarité. Or, nous savons qu'aujourd'hui, beaucoup d'annonceurs ou acteurs de médias vivent dans une certaine précarité. Et c'est ce qui fait qu'ils diluent un peu la capacité d'être indépendant et l'objectivité de nos médias. Et là, nous sommes en train de tendre vers une période très décisive avec les élections qui arrivent. Je ne parle pas seulement du secteur public, mais autant privé. Comment faire pour relever justement les conditions décentes des acteurs de nos médias pour qu'ils ne soient pas justement sujets de subjectivité par rapport à ce contenu que nous sommes en train de rechercher? Merci. 2 points. Premier point, est-ce qu'aujourd'hui nos médias sont capables de pouvoir reprendre tous les produits de l'IFASIC quand même on sait que nos médias sont pauvres d'après la description qui a été faite? Mais pour sortir de la pauvreté, l'un des axes, comme on l'a dit, c'est l'investissement publicitaire, les annonces et la communication. Nous avons la chance, et comme ils sont là, ils vont répondre. Moi, quand j'ai discuté avant, quand on préparait cette table ronde avec certains médias qui me disaient, mais même au niveau de la présidence, ils font leur communication. Où est-ce qu'ils mettent les appels d'offres, les offres d'emploi, tous les communiqués? Où est-ce qu'ils mettent, on va dire, ces communications-là? Parce que si pour Vodacom, pour WeConnect, ils peuvent voir Canal+ ou la TF1, combien plus fort? Enfin, pourquoi? Où, on va dire, sont placées les annonces de la présidence de la République? Alors j'ai la chance, j'ai le bonheur d'avoir juste à côté de moi M. Giscard Sema, qui est dans la direction de communication de la présidence de la République. La question que vous avez posée aujourd'hui, nos amis de la presse ont besoin de l'argent pour vivre, et l'un des axes, c'est notamment avoir de l'argent des institutions. Comment vous répartissez justement cette communication? Ou bien pour vous, c'est quoi la RTNC, tout mettre à la RTNC? Ou bien vous avez également de plage pour d'autres médias? On en a ici autour de la table. Merci beaucoup. Je viens d'arriver et je me suis fait en quelques secondes une idée de ce qui s'est dit ici.
la présidence de la République est une institution politique. Et il y a deux catégories de personnel. Il y a le personnel essentiellement politique, et il y a aussi le personnel technique ou administratif. L'emploi de telle ou telle autre catégorie dépend, les autres emplois dépendent justement de la catégorie du personnel. Lorsque vous relevez du personnel politique, c'est un exemple. Appel d'offres, offre d'emploi, c'est l'exemple. C'est-à-dire voilà, toute la communication qui est payée d'offres pour le personnel politique, c'est clair, mais pour le personnel technique et administratif, on procède comme dans toutes les institutions, en passant par le secrétariat général. Toutes les procédures sont connues. Il y a des plateformes officielles de la présidence de la République à travers lesquelles ces genres d'offres sont portés à la connaissance du public. Donc tout celui qui est intéressé pour un travail qui ne rentre pas dans l'aspect éminemment politique ou stratégique, il n'a qu'à se référer au niveau du secrétariat général donc de l'administration de la présidence qui dispose de tous les services comme tous les services de l'État. Et là-dedans, il y a effectivement des valves, des canaux de communication interne, même externe. Est-ce que c'est possible qu'une télé congolaise, pas publique, puisse capter de la communication payante qui viendrait de la présidence de la République? Oui, la démarche est double. Elle peut partir de l'intéressé. Nous recevons beaucoup de dossiers parfois intéressants. Il y a, je ne vais pas les citer ici, il y a des startups ou encore des organisations de médias, de profession des médias qui nous ont fait des offres assez intéressantes, qui ont pris l'initiative, qui sont passées soit par les cabinets, directement par les services de communication ou d'autres services de la présidence de la République, et qui ont eu à obtenir quelques contrats à durée déterminée. Cela s'est fait, et je peux même citer des agences qui ont fait ce genre de propositions. Oui, par moment, ça c'est la première démarche, mais l'autre démarche, c'est au niveau même de la présidence de la République qui paie sur base des données dont elle dispose. Elle peut faire appel à telle ou telle autre boîte privée pour un contrat à durée. Donc voilà les deux possibilités qui s'offrent. Donc la démarche peut partir de l'intéressé, tout comme elle peut partir de la présidence de la République. Donc ce n'est pas une maison close? Non. Merci beaucoup. Alors la question maintenant au niveau de la régulation. Maintenant on connaît plus ou moins l'état des lieux, on sait qui met l'argent, on sait qui intervient, on sait où est-ce qu'on peut trouver cet argent, mais il y a un problème qui est permanent. C'est celui, on a entendu ici, de la régulation, de la salubrité médiatique, comme on dit. L'offre est foisonnante. Les qualités pauvres. Comment faire exister l'IOA de télévision aux côtés de Manzanza TV ou je ne sais pas moi quoi. Pourquoi vous faites. Pourquoi jusque-là on n'arrive pas à pouvoir réorganiser les choses pour que cet investissement publicitaire de 5 à 6 millions dont on a parlé arrive justement à être capté par des médias qui le mériteraient en termes technologiques, en termes d'audience, en termes de qualité éditoriale. Madame Chantal Canini. Je rappelle qui est rapporteur du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Oui, intéressant comme question, mais c'est une table ronde. Exactement. Je peux réagir aussi à tout ce qui avait été dit précédemment, notamment en ce qui concerne la mise en place des réseaux par des organismes internationaux. Et moi j'ai perçu la question, en quoi est-ce que la mise en place de tous ces réseaux du développement, des droits de l'enfant, etc., est-ce que tous ces réseaux permettent d'impacter économiquement les entreprises diverses? La réponse est non. C'est juste un renforcement des capacités des journalistes pour qu'ils se spécialisent dans différents secteurs, mais ça n'impacte pas économiquement les entreprises de presse et des médias parce qu'ils ne reçoivent
ils ne perçoivent pas les retombées économiques des activités menées par ces différents organismes. Pourquoi Ici, c'est quoi les boulots, les tremblements, c'est quoi les difficultés, c'est quoi les problèmes? Oui, par exemple, vous avez bien relevé la question, pourquoi ces organismes internationaux peuvent organiser ou produire des émissions destinées aux enfants, pourquoi ne pas travailler avec les médias pour la production de ces... Mais ils ont répondu, ils disent que ces médias sont tellement faibles et ils n'ont pas de capacité pour qu'eux arrivent à obtenir des résultats qu'ils veulent. Ils renforcent les capacités des journalistes. Mais est-ce que les journalistes ont les moyens de pouvoir mettre en application les capacités acquises au sein de leurs entreprises, qui n'ont pas les moyens de leur permettre d'assurer la production, le moyen de pouvoir aller faire un reportage à l'extérieur sur une question des droits de l'enfant, sur une question de développement? Ils n'en ont pas les moyens et donc, de mon point de vue, c'est une perte d'argent, c'est une perte de moyens, parce qu'on renforce les capacités de ces journalistes, mais qui n'ont pas les moyens de pouvoir mettre en application toutes ces capacités acquises, parce que leurs entreprises, leurs médias, leurs rédactions n'ont pas les moyens de pouvoir leur donner journalistes d'investigation. Par exemple, on parle d'un réseau des journalistes d'investigation, on sait ce que c'est que mener une investigation. Ça prend du temps, ça prend des ressources humaines, ça prend de l'argent, mais est-ce que nos médias sont capables de pouvoir organiser des investigations? Tous. Les médias, tout comme les annonceurs, peu importe, tous ont relevé un problème, c'est qu'il y a un problème de régulation du secteur. Non. Ils l'ont dit ici, comment ils peuvent exister, comme je l'ai dit ici, comment vous mettez Biwan ou Perfect TV dans la même catégorie que quelqu'un qui mettrait son nom à la tête d'un média qui n'existerait que parce qu'il a un téléphone ou un ordinateur D'accord. Nous venons de faire une étude comparative par rapport à 2020 et nous avons constaté que sur la TNT, par exemple, de 60 chaînes en 2020, on est à presque plus de 200. Et toutes ces chaînes, ces éditeurs de programmes, parce que maintenant c'est comme ça qu'on les appelle, tous ces éditeurs de programmes ne sont pas passés au niveau du CESA, comme la loi le demande. La loi dit que c'est le CESA qui contrôle la conformité du dossier administratif. Or, nous constatons sur le terrain, avec vous, qu'il y a autant de chaînes sur la TNT, il y a autant de médias dans l'analogie, puisqu'il y en a encore qui restent. Là, on se demande, mais par où sont-ils passés? Par où sont-ils passés? Et donc, il y a un problème entre les différents services de l'État. Il faut qu'il y ait une conjugaison des procédures pour l'acquisition de l'autorisation qui permet de pouvoir opérer dans le secteur des médias. Et là, je pense qu'on avait bien analysé ça au niveau des États généraux de la communication et on a demandé aux différents services de l'État qui ont reçu compétence de faire telle autre chose, de pouvoir le faire et qu'il y ait une synergie ou des passerelles de collaboration. Nous faisons la régulation, mais il y a la réglementation qui a le pouvoir de mettre sur la TNT, qui a le pouvoir d'attribuer la fréquence que nous n'avons pas, contrairement à d'autres instances de régulation qui existent partout ailleurs. Ce sont des instances de régulation qui contrôlent également l'attribution des fréquences. Or, nous ne le faisons pas et donc on nous met souvent devant le fait accompli. Et ici, on a constaté depuis 2-3 semaines, il y a beaucoup de médias qui viennent pour régulariser leur situation, alors que depuis qu'on a mis le CESAC en place, en 2011, on avait donné un délai aux médias qui étaient déjà sur le terrain pour opérer, pour venir régulariser leur situation au niveau du CESAC. Il y en a beaucoup qui ne l'ont pas fait, mais dès lors que le ministre a annoncé qu'on va, etc., et tout le monde s'est précipité pour venir régulariser. Et donc, il y a un travail que nous devons faire de collaboration avec la régulation, c'est la réglementation, c'est la régulation, c'est le contrôle de la qualité des contenus produits et diffusés. Et donc, il va y avoir cette passerelle de collaboration
pour que quand un média vient demander pour être mis sur la TNT, qu'on le renvoie d'abord au niveau du conseil, pour que le conseil contrôle la conformité de son dossier administratif, c'est-à-dire le cahier des charges édicté par le gouvernement, parce que c'est ça qui assure le contenu. On est une chaîne généraliste, on doit pouvoir assurer une bonne production en respectant la répartition des temps d'antenne telle que c'est fixé par le cahier édicté par le gouvernement. Ça fait autant de pourcentage pour les questions liées à la profession de la femme, autant de pourcentage pour les questions liées à l'environnement, autant de pourcentage pour les questions liées aux droits de l'enfant, autant de pourcentage pour les questions économiques, autant de pourcentage pour la culture, autant de pourcentage pour les sports, et ainsi de suite. Et alors, en ce moment-là, nous examinons également la grille du programme, on dit c'est conforme au cahier des charges édicté par le gouvernement et le profil du directeur du programme, parce que c'est lui notre interlocuteur qui doit être un professionnel. Ça, c'est le texte de la loi du 22 juin 1987. C'est pas évident, mais c'est pas évident. Et nous devons, et pour adresser de la professionnalisation du directeur du programme, il faut la carte des presse. La carte des presse, c'est pas le CSA qui délivre, c'est l'Union nationale de la presse du Congo qui délivre. Et nous, quand nous recevons une carte de presse, c'est l'UNPC, on dit bon, c'est l'instance habilitée à le faire, mais quand on examine en profondeur, on constate que la personne qui possède cette carte-là n'a pas les qualifications, n'a pas les compétences nécessaires pour jouer ce rôle de directeur de programme. Merci beaucoup, madame. Alors, je rappelle le contexte. Pourquoi est-ce que nous sommes là? Nous sommes là parce que les organisateurs se sont dit que c'était possible de pouvoir développer les secteurs des médias en République démocratique du Congo, développer, et je me rappelle le terme de l'industrie de l'information, l'industrie des médias en RDC. On a vraiment fait le tour, hein, les annonceurs, tous les intervenants, les secteurs publics, les secteurs privés, on a eu les régulateurs, on a également la puissance publique qui est, on va dire, les gouvernements représentés par le ministre de la Communication et des médias. Vous avez suivi tout le monde. Et les soucis, évidemment, pour les annonceurs, pour les médias, c'est d'avoir un contexte assaini qui permettrait d'enlever toutes les excuses de WeConnect et des autres pour ne pas investir dans les secteurs des médias en RDC. La question qui vous est posée aujourd'hui, c'est de dire jusqu'à quand doit-on attendre pour avoir finalement cette salubrité du secteur des médias en République démocratique du Congo? Merci, patient. J'espère que vous serez assez patient pour m'écouter parce que je risque d'être très long. Mais je serai court. D'abord, il faut regarder les contextes dans lesquels nous évoluons et j'apprécie la pertinence de ce que Peter Tsani a dit en liminaire ici. On ne peut pas penser avoir le média riche dans un tel contexte de pauvreté, premièrement. Et c'est une pauvreté qui, en réalité, frappe tous les secteurs. Mais la pauvreté des médias, c'est la forme de pauvreté la plus grave, parce que c'est à travers les médias qu'on forme justement la conscience nationale, qu'on prépare les citoyens à des valeurs, notamment ceux du travail. C'est dans le pays à besoin. Avant d'aller plus loin, qu'est-ce qui fait que ceux qui ont de l'argent préfèrent investir dans autre chose que dans le média? Qu'est-ce qui fait qu'il y a que les pauvres comme moi qui mettent de l'argent dans cette industrie? Mais bon, c'est relatif, la notion de la pauvreté. Je ne voudrais pas aller sur ces terrains, mais je veux vous donner une cartographie. Parce que je pense que je serai le ministre de la Communication le plus impopulaire. Ça fait 3 mois que j'ai lancé les processus d'assainissement. Ça fait 4 fois que je reporte ma décision, parce qu'elle est déjà prise. Les fermer, les chaînes. Il y en a 268, si ma mémoire est bonne, à Kinshasa, sur les bouquets publics, sur les différents bouquets. Lorsque vous regardez ces chaînes, comment elles fonctionnent, administrativement, il y a un problème. Techniquement, il y a un problème. Au plan du contenu, il y a un problème. Donc en réalité, elles ne devraient même jamais exister. C'est ça le constat. Alors, lorsque vous mettez
un peu plus de contrôle, comme maintenant, je vous épargne parfois des lettres que je reçois, j'ai été empoisonné, toutes les raisons du monde, simplement pour qu'on ne ferme pas. Mais je pense qu'on va fermer parce que c'est un impératif et on ne reprochera pas de priver ou de brimer la liberté d'expression parce que nous avons démontré que nous y tenons. Mais cela doit se faire dans un cadre respectueux d'abord de l'administration. Quand est-ce que vous fermez ce média? Ben, bientôt. Alors, deuxième volet de ma question, parce que l'idée bientôt, c'est 2 semaines, un mois. Non, mais de toute évidence, avant la fin de l'année. on nous retarde, après on nous dira, bon, on veut museler des médias, parce qu'on est à la veille des élections, parce qu'ici, on veut tout regarder sous le prisme politique, mais je suis désolé, je considère que je suis un technicien dans le domaine, et que ma présence dans ces ministères est une opportunité pour remettre de l'ordre à tous les niveaux, et je le ferai compter sur moi. Avant la fin du mois, Je ne répondrai pas à ça ici, mais vous serez informés. L'autre volet, avant que vous continuez justement, l'autre volet, c'est de dire, ok, on ferme le médiocre, mais on encourage les meilleurs. Comment on encourage les meilleurs? C'est mais justement, j'en arrive. Ça veut dire que nous avons dressé une boussole. Au moment où je vous parle, on termine la discussion au niveau de la commission TAJ de la nouvelle loi sur la presse, de la loi modifiant celle qui existe. Normalement, si les juristes du gouvernement terminent tôt, c'est demain que je défends la loi en conseil parce que les problèmes, aussi c'est le cadre. Nous commençons par là. Et donc, dès qu'on a fini là, il faut regarder la nature des médias. Et je crois savoir que partout au monde, les médias sont subventionnés parce qu'il y a un rôle social d'appui à ce que l'État fait. Et donc, de ce fait, ces médias ont droit, moi je ne voudrais même pas parler d'aide, parce que bon, moi je considère que c'est une obligation pour nous de subventionner les médias privés, publics ou privés, qu'importe, mais au regard de cette dimension. Mais moi, en tant qu'État, je ne peux pas subventionner des entités que je ne connais pas. Alors, la difficulté que vous avez lorsque Vodacom vous raconte qu'ils ont 5 ou 6 millions de publicités dans un pays de 100 millions d'habitants, moi ça m'énerve. Demandez à Vodacom combien ils mettent en publicité en Afrique du Sud. Non, mais il a dit l'équivalent, les 5 à 6 millions, c'est l'équivalent d'un passage à un média. Non, ça veut dire, mais pourquoi on en arrive à ça? Si on peut faire une petite remontée dans l'histoire, quand j'étais à la télévision, je sais que la minute ou la seconde, c'était peut-être $30 ou j'ai plus bonne mémoire. La manne publicitaire que Vodacom dépense aujourd'hui peut-être sur 50-30 chaînes, il y a 10 ans, ils dépensaient peut-être sur 5 ou 6 chaînes, 10 chaînes. Quand ils sont arrivés, il n'y avait pas autant. Donc aujourd'hui, l'offre publicitaire, elle est totalement éclatée parce qu'il y en a trop. On a trop des médias qui font la même chose. Dimanche 12h, émission de musique. Dimanche 6h, église. Dimanche 15h, sport, c'est la même chose que nous voyons partout. Parfois, c'est les mêmes invités habillés de la même manière, c'est de la monotonie. Une conséquence, la télé n'est plus du tout agréable à regarder. Et donc, ça, c'est le contexte de ce qu'on a trouvé. Depuis que je suis arrivé, je n'ai pas autorisé une seule chaîne à fonctionner. Autant, je pense qu'il y a un effet contagion. Parce que malheureusement, il a eu un laisser-aller général. Malheureusement, à un moment donné, tous les hommes politiques, tous les pasteurs ont cru que pour être bien vu dans l'opinion, il faut avoir un média qui lui appartient. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les médias, en réalité, sont détenus par des personnes, ils sont sûrement en droit de l'avoir, mais à mon avis, qui ne devraient pas. Vous avez par exemple, pour ne pas les citer, j'ai eu dans les documents, on voit, je donne un exemple, M. Albert Moyo TV. Il y a une dizaine de chaînes qui ont été enregistrées et qui émettent, qui portent les noms de leurs fondateurs. Je suis désolé. Moi, je veux bien qu'on soit dans un contexte où les gens sont libres de jouir de ce qui leur appartient, mais ne faites pas une télévision que vous appelez Patient Body. Bon, même si ce n'est pas interdit, mais il y a Bloomberg, entre-temps, il y a Reuters. Mais alors, il y a une grosse difficulté, parce que moi, je considère que nous vivons dans un exil culturel, dans notre propre pays. Beaucoup d'entre nous, pour regarder la RTNC, on la regarde via Canal+. Parce qu'on n'a pas du tout réussi
la transition vers le numérique. Donc, c'est que moi je vois, il y a une véritable compréhension, que ce soit du point de vue de nos gouvernements et du point de vue des acteurs. Je ne sais pas combien d'entre nous regardent la télévision par TNT ici. En tout cas, moi, je ne suis pas dans cette liste, malheureusement. Et donc, il y a des choses qu'il faut refaire parce qu'il y a cette évolution numérique qui offre beaucoup d'opportunités, mais que nous n'avons pas bien saisi, et c'est le travail que nous faisons. Maintenant, s'il faut parler de contenu, c'est encore plus grave. Parce que justement, lorsque vous n'avez pas des personnes qui sont qualifiées, qui dirigent ces chaînes de télévision, lorsque vous avez des hommes politiques qui pensent que puisqu'il est vu matin et soir qui sera le plus populaire, vous détruisez les métiers. Mais pour arriver à réglementer, puisqu'il s'agit de la réglementation, quelle passerelle y a-t-il entre le CESAC, qui fait la régulation, des organisations comme le MEC, dans l'autorégulation, l'UNPC, le tribunal de paix, et le ministère de la Communication et des Médias, pour justement qu'on arrive à trouver, on va dire, des décisions qui seraient d'ensemble, pour arriver à impacter directement. Parce que si le CESAC prend des décisions de son côté, qui ne comprend pas de la TNT, qui est des gens qui mettent tout et n'importe quoi, et que vous, à votre niveau, vous preniez des décisions, mais vous n'avez pas tant est-ce que vous allez les appliquer, la question serait, mais comment vous n'arrivez? Quelles sont les passerelles qui sont... Non, mais écoutez, il faut qu'on soit clair, parce que dès que nous sommes sortis des États généraux, nous avons convenu tous que nous devons faire la salubrité médiatique. Alors, comprenez que nous sommes dans un contexte de pourrissement. Je suis désolé, les termes est peut-être dur, mais ça fait 10-20 ans que les gens ont pris de mauvaises habitudes. Et lorsque les gens ont pris de mauvaises habitudes, ça devient un peu comme une seconde nature. Et donc, lorsque j'ai dit que je serais impopulaire, parce que justement, je considère qu'en ce moment, on ne doit plus être complaisant sur des questions qui concernent les médias, parce que c'est ce qui façonne nos enfants, c'est ce qui façonne l'avenir du pays. Et donc, nous, on refait la loi. Il est prévu, je vois le président de l'UNPC en face de moi, d'organiser le congrès qui sera en réalité un congrès fondateur. Parce que même le CESAC qui prend toujours des décisions qui font, c'est une autre paire de manches, on y reviendra. En tout cas, le gouvernement s'organise pour apporter son appui à la réussite de ce congrès. Ces congrès-là, vous êtes membre des États du comité de suivi, nous permettra de baliser la voie. De toute évidence, il n'y a aucune décision qui n'est prise au niveau du CESAC qui ne soit pas notifiée. Donc, je suis toujours employataire. Et donc, l'idée ici, c'est de recréer justement des structures qui peuvent avoir le poids qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, que vaut la décision prise par le CESAC? Est-ce que lorsqu'un média est sanctionné par les CESAC, il a peur? Lorsque le CESAC fait des blâmes, est-ce que cela est pris en considération? Ici, il faut restaurer. C'est pour ça que nous avons ces débats. Ce n'est pas des solutions qui peuvent être implémentées simplement par le ministère, mais c'est des solutions qui doivent venir de nous parce que nous travaillons en chaîne. Alors, il y a un point sur lequel je tiens beaucoup, c'est le point qui concerne la télévision nationale. Parce que l'exemple vient de là. On appelle ça maison mère. Il n'y a aucun média privé qui ne soit né dans ce pays qui n'ait pas bénéficié d'une manière ou d'une autre de l'expertise de la télévision nationale. Bon, après, maintenant, je ne sais pas, mais je sais que moi, je suis venu d'un média privé, il y avait ça. Si aujourd'hui, nous réussissons à refaire la RTNC, à lui redonner ses lettres d'antan de l'époque, je pense qu'il y aura un effet contagieux sur tous les autres médias. Je pense aussi qu'il y aura un effet miroir. Parce que nous parlons du changement de narratif, parce que le Congo est mal raconté. Mais si nous voulons bien raconter notre histoire, c'est à travers les médias publics que nous devons être en mesure de la raconter. La question, c'est toujours quand? Non, la question, c'est pas quand. La question, c'est que c'est en cours. Mais la difficulté qu'il y a, justement, c'est que ça fait 20 ans ou 30 ans que les gens ont développé des habitudes. Je me pose une question le plus souvent. La RTNC, c'est un média du peuple ou c'est un média des officiels? C'est la mauvaise réponse, justement. Mais c'est cela la réalité. Non, j'en arrive. Mais disons les choses franchement.
Mais ils ont raison de dire que c'est un média officiel. Mais c'est ce qui ne devrait pas être justement. Parce que. Mais qu'est-ce qui vous empêche? Puisque vous avez rien ne nous empêche. Rien ne nous empêche, mais il faut faire attention. Vous attendez les contestations, tout ce qui s'est dit à propos autour des choix que nous faisons, mais nous les assumons, nous ferons davantage. Parce que justement, il y a des forces qui veulent rester dans les statu quo. Moi, je suis désolé, on ne développera pas le Congo avec la routine. La routine que nous avons partout, elle est mauvaise. Il faut la changer. Je vous donne un exemple. J'ai reçu beaucoup de critiques en mai 2021 à propos de la RTNC quand il y a eu l'éruption du Nyiragongo. On dit France 24, elle nous informe plus que la RTNC. Les gens avaient sûrement raison de critiquer. Mais la vocation de la RTNC au départ, ce n'est pas d'être un média d'info comme France 24. Et donc aujourd'hui, il y a un besoin auquel nous devons répondre d'avoir un média national qui donne un info. C'est quand la chaîne mais je vous dis que c'est en cours. Au moment où je vous parle, il y a des experts de France Télévisions et de France Média Monde. D'autres qui sont à Kinshasa, d'autres qui sont à Paris, qui sont en partage d'expérience dans cette perspective avec les directeurs de la RTNC. Au moment où je vous parle, c'est en cours. Mais la vérité, monsieur Patient, ce n'est jamais une génération spontanée. Ça fait 20 ou 30 ans que les solutions n'ont pas été trouvées. N'espérez pas les trouver en 6 mois ou en une année. L'essentiel, c'est que nous avons lancé la réforme. Une réforme, il faut que ceux qui doivent être bénéficiaires en comprennent le bien fondé et s'appliquent. Et lorsque vous rencontrez des pesanteurs, ce qui est tout à fait normal, parce qu'il n'y a aucune réforme qui fait la joie quand elle arrive, mais il faut que vous partiez de cela pour construire une idée commune. Ça veut dire que si aujourd'hui, la RTNC, c'est 3300 agents sur le pays, c'est énorme. Mais ça peut être peu par rapport à l'étendue du pays, si c'est bien réparti. Mais lorsque vous posez la question, ici dans la salle, est-ce que les Congolais sont contents du service rendu par la télévision publique? Vous voyez que non. C'est une question cruciale, je termine par là. Et donc aujourd'hui, nous pensons que si nous réussissons avec le meilleur de la profession qui se trouve, notamment à la télévision nationale, à refaire une grille de programme équilibrée, à donner du contenu, ça veut dire à permettre aux jeunes Congolais d'être vus dans ce qu'ils font. On assiste à parler des arts, mais quelle est la place des arts? Madame Sophie qui est là, on a discuté un moment avec elle parce que la RTNC par exemple, quelle est la part du programme consacré aux enfants? On a la solution que la TNT nous permet, et c'est ce qui est aussi en cours, messieurs patients, pour diversifier les canaux. On peut faire une chaîne dédiée Éduc Télévision qui dépend du ministère de l'EPSP, on va la récupérer pour la ramener dans les bouquets RTNC, je ne sais pas quelle dénomination on donnera, pour qu'on la dédie chaîne éducation, chaîne jeunesse. Aujourd'hui, il y a un besoin d'avoir une chaîne toute info qui répond à l'impératif de donner l'information à temps. Aujourd'hui, il y a un besoin d'avoir peut-être une chaîne de sport ou des cultures pour permettre, sur le modèle de France Télévisions ou de la télévision sud-africaine, d'avoir un média public qui couvre les principaux secteurs de Merci. Merci beaucoup. Je rappelle que cette table ronde, on a entendu tout le monde. On va s'accorder une demi-heure encore pour des participations, pour des contributions. La chance que nous avons, c'est qu'on est ceux qui sont dans des organisations non gouvernementales, ceux qui sont dans les institutions onusiennes, ceux qui sont dans les institutions, on va dire même la présidence de la République ou encore, on va dire, le secteur privé. C'est le moment de partager, eu égard aux perspectives développées par chacun d'entre nous, de voir concrètement comment vous réagissez à ça, et les micros, c'est pas là. Je voudrais bien entendre une personne qui n'a pas encore parlé. Madame Françoise Bola, présentatrice de la télévision nationale. Merci, Passion Nicodine. Ça fait plaisir de partager un tel espace de discussion, et quand on revient chaque fois sur RTNC, je me sens interpellée ou pas. Je n'ai pas des mandats publics, je ne représente pas la délégation, la direction générale de la RTNC, mais
je suis quand même un des responsables dans cette maison, donc à ce titre-là, je me sens interpellée. On sent le besoin de tous, que ce soit des médias privés ou des partenaires, de se retrouver dans la télévision publique. Et je suis heureuse d'entendre ce que le ministre est en train de dire. J'ai entendu Connect le dire, une télévision c'est un programme. J'entends le ministre évoquer la question sur la grille de programme de la RTNC, mais ma foi, j'aimerais bien qu'une fois que ce serait établi, que ce soit respecté, parce que c'est aussi ça le problème de la RTNC. La pression politique sur cette télévision que tout le monde voudrait trouver belle. À tout moment, on est écrasé par des programmes des institutions sans annonce. Ça vous tombe comme ça, et puis vous êtes jugé. Je crois qu'il faudrait organiser aussi des débats ouverts à la RTNC pour qu'on connaisse les vrais problèmes de la RTNC. Moi, je suis heureuse que ce soit un souci national, que tous veulent bien se retrouver à la RTNC. Se retrouver à travers le programme. Est-ce qu'il existe à la RTNC des cadres où vous-même, vous réunissez pour dire, en tout cas là, ce qu'on a fait, c'est vraiment ça existe, mais peut-être pas à l'échelle que vous souhaiterez, mais ça existe. Mais je veux quelque chose. Vous pouvez avancer, mais ça reste entre vous, c'est dans les murs. Parce qu'il y a un problème sérieux dans cette maison. S'il vous plaît, continuez à être exigeant et on finira par trouver des solutions pour satisfaire tout le monde. Parce que, vous savez, la RTNC a des problèmes, je pourrais dire, congénitaux. Cette télévision a été créée au début pour faire la propagande. Et aujourd'hui, on nous demande de ressembler à autre chose que ce pourquoi on a été créé. On a besoin de toutes les parties pour que cette télévision existe et ressemble à ce qu'elle doit exister. Il y a eu alternance, mais pas à la RTNC. Merci. Merci beaucoup. Madame Peter, pardon. Je vous ai également. Je voudrais bien prendre quelqu'un. Je prendrai bien après, ça sera junior. Je prendrai bien monsieur. Madame, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour monsieur. Par rapport à la RTNC, dès que vous faites un tour en province, vous remarquez que la RTNC existe vraiment. Et quand vous faites la formation, c'est une autre RTNC. C'est monsieur Éric Véral. Et vous êtes Je suis agent à la Sodeco. Très bien, merci. Vous retrouvez c'est une autre RTNC que vous Rien à voir. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un directeur au niveau national, qui gérerait le programme, qui gère les opérations? Est-ce qu'il y a la même ligne à partir de Kinshasa? Voilà. Très bien. Donc rien ne ressemble à chaque ville, il y a une autre RTNC qui existe. Très bien. Et surtout pour monsieur le ministre, il y a des bureaux qui ne ressemblent pas à la RTNC. Merci. Vous comprendrez, on constate que la décentralisation a bien marché du côté de la RTNC. Je voudrais, Julien Lindoula. Oui, je suis responsable juridique et régulation de la FIC. Alors, je vais revenir aux questions du capital de l'idée de cette conférence, c'est de permettre à la jeune étudiante qui est là de trouver une place, pouvoir les bases solides qui nous permettent de pouvoir voilà, créer un média un peu comme toi tu l'as fait à l'époque. Mais j'ai l'impression que par rapport à tout ce qui a été dit ici, je ne sais pas, ça va son appréhension, son doute, ça rend pessimiste. Ça rend pessimiste. Pourquoi je dis ça? Il y a plusieurs, parce que pour passer, le ministre a parlé de transition numérique, parce que c'est là où on a la facilité pour permettre à nos jeunes étudiants qui sont du classique de créer de l'industrie. Ils passent premièrement par le numérique. C'est un aspect que je vois parce que dans ce secteur. Alors, il y a un problème de connectivité
et il y a un problème de contenu. Et il n'y a pas un débat inter-régulation. Est-ce qu'il y a un débat entre la CESAC et l'ARPTC? Vous savez aujourd'hui que le contenu est fiscalisé. Est-ce que ces questions sont abordées? Donc, moi, c'est un élément que j'ai évoqué, et c'est une question que je laisse, je n'identifie pas une personne, mais je pense qu'il est question par rapport au cadre, au cadre réglementaire en place et au plan numérique qui a été, la politique sectorielle du chef de l'État qui a été évoqué, d'avancer dans ce sens. Parce que si aujourd'hui on ne tient pas compte de ces aspects, vous savez, il y a un élément. Pourquoi on a voulu passer dans la transition numérique? Parce que la connectivité va de pair avec le contenu, parce que lorsqu'on crée des autoroutes, c'est pas pour que les informations, c'est pas pour que ça passe, c'est pas pour que ça puisse faire passer des bicyclettes. Donc c'est pas pour on crée du contenu pour que nous, les opérateurs mettent de l'infrastructure, mettent de la connectivité pour qu'elle soit utilisée. Quand elle n'est pas utilisée, ça ne rapporte pas d'argent. Très bien. Donc il faut du contenu, il faut du contenu, ouais. Mais il faut le cadre adéquat, le cadre légal et de l'inter-régulation. Okay. Merci beaucoup, on note ça. On va prendre M. Boma et ensuite on prendra M. Merci, Papimbo, Nouvelle Télévision. Alors, je vais peut-être faire comme vous patient. Vous avez posé la question tout à l'heure au ministre de savoir quand. Ce que je retiens, c'est que ça me fait plaisir que le ministre puisse le dire qu'il y a plus ou moins 268 chaînes. Alors, par quelle magie toutes ces chaînes-là sont arrivées à avoir des fréquences? Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faudra. Pas par rapport aux fréquences, ça existe sans pour autant dire aujourd'hui. Les autorisations de fonctionnement, tout ça. Ça, c'est de 1. De 2. 268. S'il faudra comprendre ce que nous consommons aujourd'hui, quand j'entends parler du contenu, je vous pose la question, est-ce qu'on doit pointer la main sur tout le monde? Pourquoi? Parce que comment devons-nous attendre? Ça fait 268 chaînes, je me dis aujourd'hui, on est à plus de 2 ans qu'ils existent. Pourquoi faudra attendre pour agir? Jusqu'à quand? C'est ça le vrai problème. Les annonceurs nous parlent du contenu aujourd'hui, mais il y a un point qu'on ne souligne pas. Nos annonceurs, là, mon frère et ami qui est là, Bermboyo, devons le dire, ça fonctionne aussi par rapport aux affinités. Toutes les chaînes que nous avons aujourd'hui, tu auras 2, 3, 4, 5 chaînes qui n'ont rien comme contenu, mais tu retrouves des sponsors qui sont là. C'est par rapport aux affinités. Ça, nous devons le dire aussi. Alors, comment voudriez-vous que nous puissions aujourd'hui dire que c'est par rapport au contenu? Nous avons des chaînes qui aujourd'hui, si tu vas dire, le ministre a donné l'exemple des DIC TV, si je vais revenir là aussi. C'est une chaîne éducative. Pose la question, il y a combien d'annonceurs là? Très bien. Alors, ça aussi. Oui. Peter Tialini, et puis on va prendre M. Boyo, et puis on va prendre Madame, et puis évidemment Madame Marcos. On termine dans 15 minutes. Merci. Ça marche? Oui. D'accord. Il y a tellement bien passé, il y a tellement bien. Moi, je veux d'abord une fois de plus, je réitère salutations au ministre pour son travail de salubrité au niveau des médias. Il était temps parce que c'est la Patagone, on a parlé du rôle aujourd'hui, ça serait très important. Le son. Alors, je ne suis pas très d'accord de la manière dont nous nous emmenons de là. Allez-y, je vous écoute. Je ne pense pas qu'il faudrait que ce soit les Vodacom, Louis Connect, les consorts qui viennent changer les médias. Ce sont des investisseurs, c'est des hommes d'affaires, ils ont besoin d'argent. Ils ont besoin de leur produit, leur service. Ils ne viennent pas dans un environnement pour développer communautaire. Ils viennent faire du business et gagner. Et ils vont mettre le produit là où ils estiment avoir du gain. Mais justement, c'est ça, la question qui était posée, c'était de dire, quand on parle d'industrie, les intervenants viennent de partout. C'est-à-dire, il faut que vous soyez performant. On parle de la chaîne de valeur. Il faut que vous soyez performant, il faut qu'il soit performant, il faut des passerelles de collaboration. Je vais y arriver. Justement, c'est ça le problème. C'est là que je reviens au travail qu'a fait le ministre de la Santé. Est-ce que vous pouvez lui donner notre micro, s'il vous plaît? Merci. Je
ça marche là. Voilà. C'est comme ça que je salue le travail du ministre de la Salubrité. Ça commence à la RTNC. Madame Françoise, c'est qu'elle qui est vraie. Je souhaite toutes les bonnes chances au ministre parce que les pressions dont fait allusion Madame, le ministre va l'avoir parce que peut-être qu'il est ministre, il y a un Premier ministre, il y a un président. Si on veut communiquer, on veut que ça ne change pas, c'est la communiquer. Surtout que la RTNC est prise comme un média où on sait que c'est à travers le pays quand on communique là, le message passe. Donc c'est là que je devais saluer aussi le travail qu'avait fait en son temps Madame Chantal Kanimbo, d'imposer en son temps, pour ceux qui savent, une émission de son de cloche où on était en mesure d'entendre le son de cloche. Très bien. Donc, on voit un effort qui doit être fourni par les médias pour être diapason. Le problème, c'est après la salubrité, que doit-on faire des médias qui sont en ordre? C'est ça. Parce que nous, on ne doit pas compter des Vodacom et autres. D'abord, nous avons un problème de public. Qu'est-ce que le public congolais suit? C'est comme vous dites, il y a beaucoup à dire. L'étudiant qui est formé, l'université qui forme l'étudiant, il forme quel étudiant? C'est un chercheur ou un créateur? Un étudiant, c'est quelqu'un qui crée de l'emploi. Donc même celui qui veut chercher de l'emploi, est-ce qu'il est employable? Est-ce qu'il a la qualité? C'est ça. Question mark. Autre question, nous qui sommes dans les médias, quels sont les produits que nous mettons à la place du public? Lorsque je fais une émission comme celle-ci, un programme comme ça, ce programme peut être suivi par combien de personnes? Qu'est-ce que le public congolais veut suivre à la télévision? Alors, moi je vais aller sur la conclusion. Il y a quand même beaucoup à dire. Très bien, beaucoup. Alors, je parle de ces constats-là. Et je constate qu'on ne va pas tous prendre la parole. Parce que les sujets tellement vastes, importants, pertinents. Je propose, et puis vous allez dire si ça vous convient ou pas, qu'à partir de l'activité d'aujourd'hui, puisque la question de l'affermissement de l'industrie de médias, de l'industrie médiatique en RDC, ce n'est pas une question qu'on règle en une activité. C'est impossible. Est-ce qu'on ne peut pas, à partir d'ici, comme on a également les différents intervenants, on a les bailleurs aussi, on a les régulateurs, on a les réglementaires, j'invente le mot, on a également le pouvoir public. Est-ce qu'on ne peut pas se dire aujourd'hui, peut-être que ce serait intéressant, eu égard au travail qui avait été fait par les États généraux de la presse et de la communication, aux demandes qui sont en train d'être formulées, pourquoi pas on se retrouverait, on va dire, à une fréquence régulière, on va dire tous les 3 mois, tous les 5 mois, tous les 2 mois, tous les mois, pour ne serait-ce que... Puisque moi j'ai entendu beaucoup, à dessein je posais mes questions sur les camps. Il faut qu'il y ait un travail de suivi qui va être fait. Madame Gouel l'a dit, il faut qu'on le bouscule toujours. Il faut qu'on ait un peu, je pense, qui serait prêt aujourd'hui à aller dans un cadre où on aura une rencontre semestrielle, annuelle, où on réfléchirait essentiellement sur l'industrialisation des médias en RDC. Est-ce qu'on est bon par rapport à ça? Est-ce que vous serez prêt à discuter de ça? Est-ce que le ministre serait prêt à accompagner? Très bien. On prendrait quoi? 6 trimestriels. Voilà. Alors, on va, à la fin de cette activité, on va clôturer. À la fin de cette activité, oui, madame, vous allez faire comme vous déployer. On va demander aux organisateurs de mettre en place, si c'est possible, un cadre où vous pourriez, un mail ou je ne sais pas, un numéro de téléphone, où les personnes pourraient s'inscrire pour organiser la prochaine rencontre qui, évidemment, essaierait de pouvoir tabler sur toutes ces questions qui ont été présentées ici, en termes notamment de réglementation, des régulations, des financements, de la qualité du personnel qui sort de l'IFACIC ou des autres écoles de journalisme, et également ce problème d'intermédiaire qu'on a entre les agences et les annonceurs et consorts, mais aussi, on va dire, tout le problème de contenu dont on a parlé, et on va terminer malheureusement cette activité puisqu'on a eu la chance de compter sur votre présence. On ne va pas abuser de votre temps. Également, je vous dis un grand merci et on va se retrouver très prochainement. Les ministres sont partis. Oui, 2 minutes, je sais, c'est le Bien. Avec l'autorisation du ministre. En fait, merci beaucoup aussi, votre Excellence, parce que vraiment, je voulais parler devant
vous qui êtes le numéro 1 de l'information de notre pays, je me rappelle quand on était jeune, moi je suis déjà devenue maman, on avait toujours l'impression, quand on voit maman Chantal à la télé, on s'est dit, moi je serai comme elle. Quand on voit maman Françoise, on dit, je serai comme elle. Et nos enfants ont suivi, il y a ceux qui sont impactés à l'IFAFIC avec l'image de son excellence Patrick Muyaya, maman Françoise, maman Chantal. Des modèles. C'est des modèles. Et nous parlons de la RTNC comme la télévision du peuple. Tous ces jeunes gens qui sont en train de venir avec l'impression de voir leur maman mourir, en fait, je ne peux pas dire c'est un cimetière, non. Je ne peux même pas dire je ne sais pas comment je peux l'appeler, mais je vous assure, je démontrerai, c'est vraiment une demande, si on ne peut pas réveiller la RTNC. La RTNC, donner encore la chance à la RTNC pour que nous voyons ces jeunes gens qui doivent rentrer travailler, un jour remplacer Madame Chantal Zanimou, un jour nous remplacer et faire des bonnes choses. Parce que nous, en tant que jeunesse, nous ne pouvons pas laisser nos jeunes rester comme ça et aller dans les télévisions d'à côté, les télévisions qui n'ont pas de nom. Merci. Moi, j'avais clôturé. Moi, j'avais déjà terminé. On suppose qu'on est on est vraiment maintenant comme les gens qui font des réunions, appellent ça l'hiver, on termine. Et on va donner la parole également au ministre qui va répondre à ces plaidoyers et puis on va terminer. En une minute, sur la RTNC, il y a un besoin de travailler sur les ressources humaines. Il y a des personnes qui sont éligibles à la retraite. Et nous travaillons dessus avec le ministre de la fonction publique. Au-delà de ça, il faut s'assurer que ceux qui sont là sortent de la routine et fassent un peu plus d'efforts pour améliorer. Parce qu'on ne peut pas considérer qu'on fait bien son travail lorsque ceux qui sont censés en être des bénéficiaires s'en plaignent. Il y a un effort à faire. C'est nous qui faisons la pression politique. Mais on ne peut pas toujours considérer la diffusion, par exemple, en direct d'une plénière de l'Assemblée ou du Sénat comme de la pression politique. Donc en fait, ici, ce qu'il faut faire, il faut simplement diversifier les canaux. Et ça s'est fait ailleurs. Et donc, il y a une phase de mutation que la RTNC n'a pas encore vraiment suivie. Et donc, dès que cette phase de mutation réussira, si nous, on est les gouvernements, on peut s'entendre, on a 1 heure ou 2 la semaine. J'avais demandé à la direction de la RTNC de me produire une nouvelle grille de programme. Mais je vous épargne des discussions qu'on a eues après, parce que dans la proposition qui m'a été faite, il y avait des changements qui ne dépassaient pas 10%. Et pourtant, aujourd'hui, il faut aller dans un changement majeur et profond. Nous, gouvernement, on peut se dire, pour nos pages magazines, on peut nous donner 1 heure ou 2 heures la semaine, on fait une compilation, on sait, bon, voilà, on nous met dedans. Parce qu'il y a un travail que j'ai fait déjà auprès de mes collègues qui ont compris, par exemple, que nos audiences, les moments venus, sont appelés à disparaître. De manière générale, c'est mieux de montrer les ministres sur terrain en train de résoudre des problèmes que derrière le bureau recevant une même personne qui va faire le tour chez 4 ministres les mêmes jours. Et donc, ça c'est en cours. Mais en même temps, et c'est à mon avis urgent, il y aura une nouvelle direction là-bas bientôt, j'espère, et nous allons lancer un processus de concours. On va recruter sur concours 100 jeunes, avec lesquels qui vont travailler avec ceux qui sont là, qui ont de l'expérience, et voir comment on fait. Ça, c'est dans cette phase. Mais dans une autre phase, on va reconnecter la RTNC avec les FACIC ou les facultés catholiques pour avoir un couloir qui permet à des jeunes, peut-être pas de manière automatique, mais qui ait des stages qui sont suivis à la télé, comme à la radio, de manière régulière. C'est de cette manière qu'on va préparer la relève. Et puis la télévision, je termine par là, c'est la fidélisation. Combien de présentateurs passent aujourd'hui à la télé? Bon, Chantal Kadi-Motissi, à son époque, comment ça fonctionnait? Nous avons tous vu les Claire Chazal ou ailleurs, ou les PPDA, qui pendant 30 ans,
C'était les seuls qui faisaient les 20 heures. Il faut arriver à fidéliser les téléspectateurs autour des programmes précis. C'est aussi de cette manière qu'on va créer des icônes à la télé. Voilà, merci. Merci beaucoup. Et ça sera avec ce mot qu'on va clôturer cette activité, avec le mot de l'organisateur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Patient. Merci à son Excellence. Voilà, l'idée, je crois qu'il y a des petits chuchotements avant que je n'arrive qui se disaient, oui, on s'est dit on va continuer la discussion, mais on n'a rien mis en place. Et ce que Kelobantou ne veut pas, c'est d'avoir des discussions comme ça et puis on se relâche et on oublie. C'est une discussion qui s'est venue une fois. Donc c'est vrai qu'on va essayer de multiplier ce cadre pour continuer les discussions, mais ce qu'on aimerait, c'est aussi avoir l'engagement d'avoir ceux qui sont ici l'année prochaine, parce que le modèle de Kelobantou, c'est de pouvoir identifier les problématiques au niveau multisectoriel et après d'en décliner au fait des pistes de solutions concrètes. On veut que ce soit dans le palpable. Alors je ne sais pas si je peux demander à son Excellence et tous les acteurs ici présents de nous rassurer que vous serez des nôtres déjà l'année prochaine. Si on est en vie, Voilà, c'est ça l'idée. On s'est dit, on parle de capital humain, on parle d'une RDC hautement performante, mais qui est impossible d'écarter l'industrie des médias. Et on aimerait justement que ce soit, je sais qu'il y a beaucoup d'entités de régulation, de réglementation, mais on a aussi besoin des cadres d'échange comme ça dans un cadre un peu convivial où on peut poser des questions, on peut avoir des réponses directement. Donc, sous la réserve de Joe, je crois qu'on vient de lancer quelque chose et il faut qu'il y ait la suite, comme on s'est dit tout à l'heure. Et je vais te laisser dire un dernier mot. Mesdames, Messieurs, Son Excellence, je n'ai pas l'habitude de dire ça. Merci. Merci d'avoir été là. Comme on l'a dit, pour nous, c'est important de pouvoir lancer nos tables rondes sectorielles avec les médias. Parce que tout ce que nous faisons ici, ensemble, sans un véhicule de communication, les gens ne sauront pas ce que nous sommes en train de faire. Et ce véhicule de communication, ce sont les médias. C'est toute la chaîne de valeur que vous êtes et que vous représentez aujourd'hui sous cette table, qui a besoin de fonctionner de manière structurelle, de manière organisée et de manière décente pour que justement ce véhicule fonctionne et que nous puissions atteindre les objectifs que nous voulons atteindre. On m'a dit qu'il n'y a pas eu de résolution sur la bataille que vous voulez porter cette année, encore. C'est normal. Si, ça a eu. Ce qui s'est dit ici, ce qu'on s'est dit, qu'au égard à la richesse des propositions qui ont été faites, l'idée était de maintenir un cadre de discussion et d'échange sur l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est-à-dire réglementation, régulation, et également investissement publicitaire avec les annonceurs, avec les secteurs privés, avec les secteurs publics, avec les puissances publiques, qu'on se retrouve dans un, on va dire, 3 mois, et l'idée était... Il y a souci de mettre un modèle économique. Oui, exactement. Oui, mais c'est ça. La question était, on se rencontre sur tout et pour tout, mais pas sur l'industrialisation du secteur des médias. Et on s'est dit, on se révérait tous les 3 mois pour justement faire l'évaluation de ce qu'on lançait ici et avancer sur de principaux points sur notamment l'affermissement d'une industrie des médias en RDC. Magnifique. Alors Kelobantou s'engage à organiser ces rencontres chaque 3 mois avec vous. Donc moi je vais aller un peu plus loin que Mianda, où je vais vous demander à vous autant de vous engager à venir à ces tables pour pouvoir continuer. Et on va essayer de réfléchir sur la meilleure manière de structurer les tables en question, peut-être par organe, comme on a dit, des réformes, etc., etc. Donc on va voir sur base de ce que vous avez dit, on fait un peu des chambres, des commissions, et de cette manière-là pouvoir avancer vers un modèle économique de l'industrie des médias en RDC. Pour sortir de la précarité. Ok? Il y a une main. Juste pour dire que ce processus aussi Merci beaucoup.
sans votre participation, rien ne va se faire. C'est votre secteur d'activité, donc sans votre participation, rien ne va se faire. Nous, on s'engage à créer le cadre, à faire le travail un peu embêtant là, de back-office. Mais on a besoin de votre aide, votre intellectualité pour pouvoir avancer. Sur ce, je vous remercie tous d'avoir participé et nous espérons bien sûr que vous allez pouvoir venir demain et après-demain et continuer avec les débats sur les différentes thématiques que nous avons. Sur ce, je vous remercie encore une fois et vous dis à demain. Est-ce qu'on peut aussi interviewer les intervieweurs? Bien sûr, il y a la presse, donc on ne va pas laisser. Si on veut juste... Napesa mtu mongo naso anapapi mbona Chama, on peut reculer les chaises. Tu dis Karine demande à ce qu'on tire les chaises. Pour avoir participé à la 3e édition du Forum Kélobontu. Merci. Assemble. Matou.
pour avoir participé à la 3e édition du Forum Kelobontu. Merci. Asante.
Matondo. Thank you. Toi Sakidila.